Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de ce 1er mai 2021. Tout de suite, le sommaire. Les travailleurs du monde entier sont à l'honneur ce 1er mai, fête du travail. Quels sont les principes de sécurité et de santé au travail? Nous en parlerons dans ce journal. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal pouvant conduire à l'infertilité. Plus de détails dans cette édition. Avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans un monde qui se numérise à grande vitesse? Un spécialiste nous éclaire. Bonne fête du travail à tous les travailleurs du Bénin et du monde entier. Les travailleurs sont à l'honneur ce 1er mai, la fête du travail ou journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs est célébrée le 1er mai de chaque année. Elle a été instituée à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. C'est une journée chômée dans certains pays comme l'Allemagne, la France, le Sénégal et le Bénin. Le thème choisi cette année est Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défis majeurs dans la préservation des acquis des entreprises. Ce thème revient sur l'importance de la ressource humaine pour l'entreprise et la nécessité de la protéger contre diverses maladies, dont le Covid-19. La célébration du 1er mai dans de nombreux pays du monde est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Intéressons-nous à présent à la santé et à la sécurité au travail. En effet, l'Organisation internationale du travail reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes en la matière et les encourage à promouvoir une culture préventive afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités. Alessandra Diotan nous donne plus de détails dans ce reportage. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles, elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe,
la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque par exemple vous êtes femme en état de grossesse, là aussi l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche près d'une femme sur 10 dans le monde. Ce trouble hormonal, cause d'infertilité, engendre des symptômes très variables d'une femme à une autre. Ziad Olatunji, gynécologue obstétricien, en parle dans ce reportage de Amandine Agnambousso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Allons maintenant dans l'univers du numérique pour comprendre le métier d'archiviste à l'aide éthique. Archiver des données en ligne est une nouvelle dimension de l'archivage. Elle exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Bernus Amoussouga, archiviste documentaliste, nous en parle. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront
le concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces 24 heures présentée par Amandine Anyambousou. L'Agence nationale de mécanisation agricole devient désormais la Société nationale de mécanisation agricole. La décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi dernier. La création de la Sonama SA vise à renforcer la mécanisation de l'agriculture au Bénin. En effet, explique la note finale du Conseil des ministres, cette société d'État va pouvoir réaliser des activités commerciales et industrielles, puis contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Ainsi, la Sonama SA sera chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes formées à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements, identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole et enfin assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricoles. Volet assurance maladie du projet Arche, les ministres Véronique Tony-Fodé des Affaires sociales et Aurélie Adam Soulé du numérique constatent le bon fonctionnement des lecteurs d'empreintes digitales dans les hôpitaux. Ces lecteurs d'empreintes qui seront déployés très bientôt dans les centres de santé du Bénin devront permettre l'identification facile et très rapide des bénéficiaires du projet Arche. Pour le moment, une partie des terminaux électriques est déployée dans certains centres pilotes pour une phase expérimentale. C'est d'ailleurs pour s'assurer de la bonne marche des 10 lecteurs et relever les éventuels dysfonctionnements à corriger avant le déploiement complet que les deux ministres ont effectué la descente. Le 24e pays qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ne sera connu qu'en juin 2021. La Cour de la Commission d'appel de la Confédération africaine de football CAF confirme la décision du report du match 151 comptant pour la dernière journée des éliminatoires. Cette décision intervient après les auditions des deux parties, le Bénin et la Sierra Leone. Pour rappel, le Bénin et la Sierra Leone ont pu s'affronter le 30 mars dernier pour des problèmes de transparence sur les cas positifs de Covid-19. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête du travail à toutes et à tous.